Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce cours sur mer et océan dans le cadre de la mondialisation. Lors des séances précédentes, nous avons découvert comment les mers et les océans étaient devenus des espaces majeurs de la mondialisation et comment les zones côtières, les points de passage stratégiques, les ports avaient dû s'adapter à la maritimisation de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons explorer toutes les richesses contenues dans les océans et découvrir également les tensions à travers le monde que l'exploitation de ces richesses provoque. Voici le grand 3, mers et océans, des espaces stratégiques convoités et menacés. En grand A, nous verrons que ce sont des espaces d'une grande richesse. Les océans recèlent des ressources matérielles importantes et variées, et le travail créé par l'exploitation des océans est abondant. En grand B, nous verrons que cette richesse entraîne des tensions entre les États malgré l'instauration des ZEE et que ces tensions peuvent aboutir à des conflits, tandis que la piraterie complique une situation déjà très tendue. Les menaces sur les océans seront traitées dans le prochain cours. Mers et océans sont des espaces d'une grande richesse. Ils fournissent à la fois des ressources matérielles et du travail. À ce titre, ce sont des espaces indispensables aux populations. La première ressource à laquelle on pense lorsqu'on évoque les océans, ce sont les poissons. Et en effet, la pêche, qu'elle soit artisanale ou industrielle, fournit aux hommes des protéines animales en grande quantité. Le poisson représente à lui seul 17% de toutes les protéines que nous consommons. La production mondiale de poissons est en hausse régulière depuis les années 50. Entre 2009 et 2014, les années représentées sur ce graphique, elle a progressé de plus de 20%. Aujourd'hui, elle atteint environ 200 millions de tonnes annuelles. Heureusement pour les océans, tout ce que nous consommons ne vient pas seulement de la pêche en haute mer. La majorité provient en fait de l'élevage. Toute production animale et végétale faite en milieu aquatique s'appelle l'aquaculture. Et toutes les ressources vivantes aquatiques, quel que soit leur mode de production, naturel ou par élevage, sont des ressources halieutiques. C'est la croissance de l'aquaculture qui explique la croissance de la pêche. Dans la pêche sont inclus à la fois les poissons, mais aussi les coquillages, comme les moules et les huîtres, et les crustacés, comme les crevettes. Vous voyez sur ce graphique que la pêche en mer, dite pêche de capture, représentée en orange, est stable depuis de nombreuses années, tandis que l'aquaculture, représentée en bleu, augmente de plus en plus. Et depuis 2017, elle représente plus de la moitié de la production totale de pêche dans le monde. Alors, qui produit le plus de ressources halieutiques ? Eh bien, c'est la Chine. À elle seule, elle fournit plus de la moitié de l'offre mondiale de pêche de capture et d'aquaculture. Plus globalement, l'Asie représente 93% de l'aquaculture mondiale. Sa domination est écrasante. Qui consomme le plus de produits de la mer ? En volume total, c'est encore la Chine et plus généralement l'Asie, qui est le premier consommateur au monde de ressources halieutiques. L'Asie qui regroupe à elle seule 60% de la population mondiale, soit plus de 4,5 milliards d'habitants. Mais les mers et les océans ne fournissent pas que du poisson et des algues. Ils fournissent également des matières premières. Le sous-sol des océans contient du pétrole et du gaz qui sont exploités grâce à des plateformes offshore, ce qui veut dire en anglais au large des côtes. 30% du pétrole et du gaz produits dans le monde viennent des sous-sols marins. Pour trouver le pétrole sous-marin et le gaz, il faut d'abord explorer le fond des mers. C'est le rôle des plateformes pétrolières de recherche offshore qui se déplacent sur les océans pour rechercher les gisements. Le golfe du Mexique, entre le Mexique et les États-Unis, côté océan Atlantique, a des fonds marins riches en pétrole et en gaz. Regardez comment se déroule une exploration offshore d'hydrocarbures avec en prime une petite histoire des gisements pétroliers à travers le monde. Une usine flottante s'élève au-dessus du golfe du Mexique. C'est une machine futuriste, conçue pour rechercher un trésor vieux de plus de 100 millions d'années. Le pétrole, l'or noir qui fait tourner le monde moderne. Cette super plateforme, baptisée EVA 4000, est exclusivement conçue pour cette tâche.
C'est une des plus grandes structures mobiles jamais élaborées. Sa mission consiste à exécuter un miracle des temps modernes, le forage des nappes de pétrole situées sous le golfe du Mexique. Une grande partie de l'économie mondiale dépend de son succès. Un gisement pétrolifère en mer est capable de produire 250 000 barils de brut par jour. De quoi remplir les réservoirs de 250 000 voitures. Il n'existe qu'une centaine de plateformes de forage en haute mer. Chaque nouvelle unité nécessite 4 années de travail et coûte 500 millions de dollars. L'EVA 4000 est donc très sollicitée. Elle est parfaitement équipée pour sillonner les eaux profondes au large des côtes à la recherche de l'or noir. Le pont a la taille d'une dizaine de terrains de basket-ball. La tour de forage mesure plus d'une cinquantaine de mètres de haut et la plateforme repose sur une structure capable de maintenir les 30 millions de tonnes du complexe à flot. Même de nos jours, l'échelle de ce Goliath laisse rêveur. Un tel ouvrage aurait été inconcevable à l'époque des premiers puits de pétrole, il y a 150 ans. « 1859, Titusville, en Pennsylvanie. Le premier puits de pétrole de l'histoire fore une nappe à 21 mètres sous la surface du sol. Depuis l'exploitation de ce gisement américain, la quête de pétrole s'est répandue à travers tous les continents, excepté l'Antarctique. Durant des décennies, les puits sur la terre ferme ont permis de satisfaire la consommation mondiale. Mais la demande en combustible a cru, au point d'assécher de nombreux gisements. Les compagnies ont alors étendu leurs recherches de brut au large des côtes, dans des eaux riches en pétrole, comme celle du golfe du Mexique. Ces points représentent les emplacements des forages pétroliers. Entre 1960 et 1990, 4000 plateformes émergent dans les eaux peu profondes du littoral. Une fois le gisement de pétrole localisé, la plateforme de recherche s'en va explorer d'autres fonds marins et la plateforme de forage et d'exploitation des hydrocarbures s'installe. Nous repartons dans le golfe du Mexique. C'est une plateforme encore plus grande qui viendra pomper l'or noir destiné aux raffineries du continent. Cette unité de traitement pourrait rester ancrée ici même pendant des décennies, seule face aux éléments du Golfe, quels qu'ils soient. Sa mission, extraire le pétrole et le gaz naturel du sous-sol de l'océan. Séparer les impuretés avant d'expédier sa cargaison vers la terre ferme, à 250 km de là. Cette plateforme va pomper et traiter jusqu'à 40 000 barils de pétrole et 200 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Les machines effectuent quasiment la totalité du travail. Elles extraient le brut de la roche et séparent le gaz naturel. L'excédent de gaz est brûlé. Durant plus de 100 millions d'années, cette nappe de pétrole est restée cachée, hors de portée de l'homme. Désormais, la technologie du XXIe siècle l'expédie promptement vers la civilisation. Un vaste réseau de pipelines sous-marins achemine le pétrole jusqu'aux raffineries du golfe du Mexique. L'Europe, elle aussi, exploite des gisements d'hydrocarbures offshore situés en mer du Nord. Les zones en vert représentent les gisements majoritairement pétroliers et les zones en rouge, les zones qui produisent surtout du gaz. Le principal pays producteur est la Norvège, mais le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark produisent également des hydrocarbures. Comme dans le golfe du Mexique, ils sont acheminés vers les côtes puis distribués à travers l'Europe par de vastes réseaux de gazoducs et d'oléoducs qui circulent sous nos pieds. Les premiers transportent du gaz et les seconds, les oléoducs, du pétrole. La carte retrace l'exploitation et le transport du gaz.
Elle inclut gazoducs et acheminements par navires marchands, les gaziers, dont les routes maritimes vers la Méditerranée et l'océan Atlantique sont représentées en bleu. Les océans contiennent donc de grandes quantités d'énergie non renouvelable, le pétrole et le gaz en l'occurrence, car quand un gisement qui a mis des millions d'années à se former est épuisé, il ne se renouvelle pas. Mais les océans fournissent aussi une énergie renouvelable. C'est celle des vagues, des courants et des marées qui, en profondeur, peuvent actionner des turbines pour fabriquer de l'électricité. Mais c'est aussi l'énergie du vent du large, captée par des champs d'éoliennes en haute mer. Et c'est cette énergie, l'énergie du vent, qui est privilégiée aujourd'hui. Depuis les années 2000, les installations d'éoliennes offshore dans le monde augmentent de près de 30% par an. La force du vent est inépuisable, c'est donc une énergie renouvelable. Elle actionne des éoliennes qui, à leur tour, font tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Vous avez ici un champ d'éoliennes exploité en mer du Nord, car l'Europe est pionnière en la matière. Plus de 4000 éoliennes offshore sont déjà reliées au réseau électrique européen, surtout au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous le voyez sur le graphique de gauche. La Chine commence à s'équiper et le graphique de droite vous montre que l'Europe et la Chine sont les deux zones où le développement de l'éolien offshore sera le plus important dans le futur. Un développement facilité par de nombreuses innovations techniques. Regardez. L'environnement, justement, avec le pari réussi de l'Écosse dans l'éolien, le pays qui produit déjà une grande partie de son électricité grâce au vent, va encore plus loin. Pour la première fois, une ferme d'éoliennes flottantes est en cours d'installation au large des côtes. Loïc Delamornay est allé sur place avec Anto Filippi. Pour l'heure, elle n'est que la première géante à se dresser sur les eaux écossaises. Mais cette éolienne marque peut-être l'aube d'une révolution, celle de la première ferme éolienne flottante au monde. Avoir des fermes flottantes en mer, ça nous donne beaucoup plus de possibilités pour installer des éoliennes partout sur la planète. Il aura fallu des moyens hors normes pour soulever ces turbines, construites en Norvège et assemblées sur cette gigantesque barge avant d'être remorquées jusqu'en Écosse. Le projet, en cours d'installation au large d'Aberdeen, est du jamais vu. Pas seulement par la taille, même si les turbines sont 2 fois plus hautes que Big Ben à Londres, mais bel et bien car les éoliennes sont flottantes. Elles tiennent debout sur le même principe qu'un bouchon de pêche. Le but n'est pas de les déplacer au gré du vent, mais de pouvoir les installer sur toutes les mers et océans du globe, puisqu'elles n'ont pas besoin d'être plantées dans le sol marin. Lors d'un premier test dans les eaux norvégiennes, la compagnie pétrolière responsable du projet a pu valider cette toute nouvelle technologie. Même s'il y a beaucoup de vent ici, l'éolienne semble rester bien droite et pourtant elle flotte. C'est assez révélateur que ce soit une compagnie pétrolière qui ait eu cette idée, car on utilise toute notre expérience acquise dans la technologie marine, du gaz et du pétrole. Cela nous permettra de produire de l'électricité moins chère. Cette première ferme écossaise pourra alimenter 20 000 maisons britanniques. Les turbines flottantes peuvent être installées même là où la profondeur atteint 1000 mètres. Elles pourraient déjà intéresser des pays bordés d'eau profonde, comme de nombreux pays méditerranéens, les États-Unis ou encore le Japon. Alors que certaines côtes peu profondes, comme ici au large de Londres, sont déjà bordées d'éoliennes classiques, à l'avenir, des fermes flottantes entières pourraient apparaître au beau milieu des océans. Aujourd'hui, moins de 1% de l'énergie que nous consommons vient de l'éolien offshore, mais les installations se multiplient. Dans le futur, les scientifiques estiment que l'éolien offshore pourrait produire jusqu'à 18 fois plus que notre consommation actuelle d'électricité. De quoi couvrir très largement nos besoins sans avoir recours ni aux hydrocarbures ni au charbon. En plus de toutes ces sources d'énergie, qu'elles soient renouvelables ou non, les océans fournissent des ressources minérales non énergétiques. Alors elles sont très variées, c'est par exemple le sable, les graviers et les roches de différentes tailles qui sont prélevées dans les océans et les mers et qui sont abondamment utilisés comme matériaux de construction par le secteur du bâtiment. Mais les fonds marins contiennent aussi des métaux comme le cobalt, le fer, le manganèse, l'or, l'argent, le cuivre et beaucoup d'autres encore. Ces métaux sont nécessaires au fonctionnement de nombreuses industries et donc très recherchés. Traditionnellement, ils viennent de mines creusées sur la terre ferme, mais les océans seraient encore plus riches en minerais.
Des explorations scientifiques menées en 2014 ont montré que l'océan Pacifique, à lui seul, contient des milliards de tonnes de métaux. Les chercheurs ont analysé seulement 15% environ de la surface du Pacifique. Dans cet espace, ils ont trouvé différents métaux et par exemple, il y a plus de manganèse, un métal utilisé dans la métallurgie, que dans tous les gisements connus hors des océans. Les métaux sont souvent inclus dans des boules posées à même le fond, comme vous le voyez ici, des boules qu'on appelle des nodules. À l'heure où certains métaux se font plus rares sur la terre ferme, l'exploitation du sous-sol sous-marin prend de plus en plus d'importance et mobilise des moyens techniques d'autant plus complexes que le gisement de minerai est profond. L'exploitation minière maritime devrait rapporter 10 milliards d'euros en 2020. C'est donc une énorme source de revenus. Pour exploiter toutes les ressources halieutiques, énergétiques et minérales que nous venons d'évoquer, il faut une main-d'œuvre très abondante. Près de 200 millions de personnes travaillent dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, et encore plus nombreuses sont celles qui ont des emplois liés aux océans, comme le commerce des produits de la mer, la navigation marchande ou encore le tourisme et les loisirs nautiques. Depuis environ 50 ans, les populations se concentrent de plus en plus sur le littoral, car avec la maritimisation de l'économie, le travail est abondant sur les côtes. Aujourd'hui, 60% de la population mondiale vit à moins de 100 km du littoral, soit plus de 4,5 milliards d'habitants. Dans 30 ans, les Nations Unies estiment que 3 habitants sur 4 vivront à moins de 60 km de la mer. Ce phénomène de concentration des populations et des activités économiques et industrielles près des rivages s'appelle la littoralisation. Pour éviter que les États côtiers se battent pour l'exploitation des richesses de la mer, une convention internationale s'est tenue à Montego Bay, en Jamaïque, en 1982. Elle établit que tout pays ayant un littoral exerce un droit exclusif d'exploitation des ressources maritimes qui va du rivage jusqu'à 200 000 marins, soit environ 370 km au large. Cet espace s'appelle la zone d'exploitation exclusive ou ZEE. Dans sa zone d'exploitation exclusive, un État exploite à sa guise les richesses contenues dans l'eau ou déposées sur les fonds et celles qui sont enfouies dans le sous-sol. Et nous avons vu à quel point ces richesses sont nombreuses. Grâce à ces départements et territoires d'outre-mer, la France dispose de la deuxième plus grande ZEE, juste derrière celle des États-Unis. Au-delà des ZEE, ce sont des eaux internationales qui n'appartiennent à aucun pays et doivent être exploitées dans l'intérêt de tous. Ces eaux internationales représentent environ 60% des espaces maritimes. Les règles instaurées par la Convention de Montego Bay défavorisent les États enclavés, c'est-à-dire sans accès à la mer. À partir du moment où ils n'ont pas de zone d'exploitation exclusive, ils n'ont pas accès à ces richesses de la mer dans des eaux relativement peu profondes. Alors, les règles de Montego Bay ont amélioré une situation parfois confuse, mais malheureusement, elles n'ont pas réussi à empêcher les conflits entre États. Les océans sont des espaces stratégiques importants et le conflit entre la Chine et ses voisins en est un très bon exemple. Regardez. Voici l'atoll de Fiery Cross dans l'archipel des Spratly en 2014. 2 ans plus tard, ce rocher inhabité au large des Philippines est devenu une base militaire chinoise avec aéroport et missiles anti-aériens et une source majeure de conflits dans le monde. En effet, après avoir récupéré le Tibet, Hong Kong et qui sait un jour Taïwan, Pékin affirme de plus en plus son ambition sur les mers qui touchent la Chine. Alors regardons précisément de quoi on parle. On le voit, le continent eurasiatique ne s'ouvre pas directement sur l'immense océan Pacifique qui couvre un tiers du globe. On y trouve une suite d'îlots et d'archipels qui dessinent sur 8000 km de mers semi-fermées, sorte de Méditerranée asiatique. Au nord, la mer de Chine orientale, que les Chinois appellent mer de l'Est, mais premier signe d'attribution contestée, que les 2 Corées appellent mer du Sud. Cette mer est bordée à l'est par le Japon et au sud par Taïwan. Plus au sud, on trouve une deuxième mer, celle de la Chine méridionale, beaucoup plus grande,
3,5 millions de kilomètres carrés. Elle borde des pays aussi variés que le Vietnam, la Malaisie, Singapour et l'Indonésie, et à l'est, Brunei et les Philippines. Alors pourquoi la Chine revendique-t-elle la souveraineté sur presque toute cette zone ? Eh bien, dès 1947, Pékin a tracé une ligne à 9 traits, dite aussi la langue de bœuf, plutôt vague, qu'elle ressort régulièrement lorsqu'il s'agit d'affirmer ses revendications sur la mer de Chine méridionale. Parfois, elle se base aussi sur des cartes très anciennes, voire s'en réfère à des routes commerciales remontant au XIIe siècle. En 2013, la Chine a ajouté à cette ligne un 10e trait, permettant à Pékin d'inclure Taïwan dans ses exigences. Alors si cette région est cruciale pour Pékin, c'est parce qu'elle est le cœur de la croissance mondiale depuis 50 ans. En PIB cumulé, elle pèse plus de 23 000 milliards de dollars, soit 27% de l'économie mondiale en 2018. C'est là que passent les principaux couloirs maritimes mondiaux, vitaux pour l'usine monde chinoise, deuxième économie de la planète, rappelons-le. 100 000 navires s'y croisent chaque année, venus du Golfe Persique pour importer des hydrocarbures ou exporter des produits manufacturés vers le reste du monde. En tout, ces deux mers représentent un tiers du commerce mondial. Et ce n'est pas un hasard si l'on y trouve 8 des 10 premiers ports mondiaux. Deuxième enjeu pour la Chine dans la région, la pêche. Cette région est riche en effet en réserves halieutiques. En tout, sur les 150 millions de tonnes de poissons consommées par an dans le monde, 105 le sont ici, en Asie. Et la Chine est de loin le premier consommateur de poissons et le premier pêcheur régional et mondial. Enfin, troisième enjeu, les fonds de ces deux mers peu profondes seraient riches en minerais et en terres rares. On y exploite aussi d'importants gisements d'hydrocarbures. En mer de Chine orientale, par exemple, celui de Pinghu, dont Pékin exporte le pétrole depuis les années 1980 via un oléoduc long de 300 km. En mer méridionale, l'AIE, Agence internationale pour l'énergie, estime les réserves à 11 milliards de barils de pétrole et 5 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Sans surprise, les 10 traits chinois incluent nombre de ces gisements. Sauf que le droit maritime moderne, fixé en 1982 par la Convention de l'ONU de Montego Bay, dit bien sûr autre chose. Selon ce texte crucial, tout pays a une souveraineté absolue sur sa mer territoriale, 12 000 marins, tant que les navires peuvent y passer librement. Plus des droits d'exploitation dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, 200 000, voire le double si c'est le prolongement du plateau continental. Mais un pays ne doit pas empiéter sur la zone économique exclusive d'un autre pays. Or ici, la zone revendiquée par la Chine se heurte aux zones revendiquées par le Japon, les Philippines, la Malaisie, Brunei et le Vietnam. C'est pour cela que chaque îlot ou archipel émergé devient un enjeu de puissance, car une fois construit et habité, il donne droit à 200 nouveaux milles marins de zone économique. Résultat, à 600 km entre l'île d'Okinawa et les côtes chinoises, les îles Senkaku ou Diaoyu en chinois, sous administration japonaise, provoquent régulièrement des incidents entre les flottes des deux pays. Surtout depuis qu'en 2012, le Japon a racheté, les Chinois disent nationalisé, 3 de ces îlots à un homme d'affaires japonais. C'est la même chose pour les 180 îlots des Spratly au large des Philippines. 36 sont émergés à marée basse, le Vietnam en occupe 21, les Philippines 8, la Malaisie 7, Taïwan 2. La Chine en a 10, de plus en plus militarisés, et les revendique tous. Les tensions entre États dégénèrent parfois en attaques contre des navires marchands. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé les États-Unis lors de l'attaque d'un pétrolier en 2019 dans le détroit d'Ormuz, très fréquenté par les tankers et supertankers. Vous le voyez d'ailleurs sur la carte, ce sont tous les navires représentés en rouge. Regardez le défilé des événements.
Enfin, pour compliquer encore la situation, la piraterie s'invite sur les mers et vient menacer la navigation marchande. Voici les zones maritimes où elle s'exerce le plus fréquemment. Elles sont nombreuses, comme vous le voyez sur la carte. Mais ce sont l'Asie et la Corne de l'Afrique de l'Est qui sont les principales zones de piraterie à travers le monde. Les attaques se déroulent sur un mode assez simple, comme vous le voyez sur ces images tournées au large de la Somalie. Les pirates arrivent sur de petits bateaux et accostent des navires marchands bien plus gros qu'eux. Le but est de prendre la cargaison et l'équipage en otage pour demander une rançon. En vidéo, nous sommes déjà montés à bord de ces gros navires marchands et vous savez que le personnel y est peu nombreux et surtout, ce sont des civils absolument pas préparés à se battre contre des pirates. Les navires marchands, lorsqu'ils sont lourdement chargés, sont assez bas sur l'eau. Les pirates escaladent facilement la coque. Ils vont prendre le contrôle du navire et demander une rançon qui peut atteindre plusieurs millions de dollars à la compagnie maritime. La compagnie veut évidemment retrouver son équipage et sa cargaison, donc elle paye. Aujourd'hui, les navires marchands se protègent car les intérêts économiques sont énormes. Quand un bateau de pirates s'approche d'un navire marchand, ici un porte-conteneur, il a de grandes chances de tomber sur des hommes armés, car les compagnies maritimes font appel à des sociétés de sécurité privées. Et la Marine nationale, militaire donc, protège également les bateaux de commerce lorsqu'elle est présente dans le périmètre de l'attaque. Voilà, cette séance est terminée. Vous savez maintenant que mers et océans recèlent d'immenses richesses qui attisent la convoitise des États et celle des pirates. Si ce sujet vous intéresse d'ailleurs, je vous indique une vidéo dans le commentaire qui explique bien les causes de la piraterie et son déroulement. Je vous laisse mettre pour l'instant la vidéo sur pause pour recopier la trace écrite, ainsi que 5 chiffres clés que vous devez connaître. La semaine prochaine, nous découvrirons les menaces qui pèsent sur les mers et les océans, des menaces liées aux multiples activités humaines. D'ici là, étudiez bien les cours sur le chapitre 13, vocabulaire compris, portez-vous bien et merci de votre attention.